La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, avec un hors-série consacré ce mois-ci à la Côte d'Ivoire, alors qu'il y aura des élections au mois d'octobre. On parle beaucoup dans ce hors-série d'Alassane Ouattara, le président sortant. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. On peut vous lire cette semaine sur la guerre fratricide dans la famille Bongo. Patricia Lémonière, grand reporter, rédactrice en chef au service Monde à TF1. Et puis avec nous, Chloé Landreau, directrice éditoriale à Cartooning for Peace. On va tout de suite parler, si vous voulez bien, de la situation au Burkina Faso. Retour au calme à Ouagadougou, une semaine après le coup d'État du général Diendéré. Le président de la transition au Burkina, Michel Kafando, a été rétabli dans ses fonctions. C'était mercredi. On l'écoute. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service. Et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Vincent, c'est fini ou c'est pas fini? Je vous pose la question parce que sur le sort des putschistes, on n'en sait toujours rien. C'est quand même en suspens, cette question. C'est en suspens. Ça coince, notamment sur la destinée des putschistes, ce fameux régiment de sécurité présidentielle, RSP, dont le patron historique, le général de brigade Gilbert Diendéré, aura été le cerveau navrant de ce putsch. Un putsch qui m'apparaît comme vintage, comme une sorte d'emblème de l'anachronisme en politique. Lorsqu'on a vu les premières images de ce kidam en treillis, lisant laborieusement un texte solennel, pompier, grandiloquent, on s'est dit, on a rajeuni de 25 ou de 30 ans. La bonne nouvelle, c'est que cet anachronisme politique entre en collision avec une société civile, certes brouillonne, mais qui n'a pas voulu se faire confisquer, voler son insurrection civique d'il y a presque un an aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui est très inquiétant, c'est que tout n'a pas été réglé, loin s'en faut. Donc, quid de l'amnistie exigée par le RSP et ses soudards, quid de la dissolution ou pas de ce fameux régiment, quid de la participation au prochain scrutin qui sera vraisemblablement reporté, date initialement prévue mi-octobre, de quelques semaines, de la participation donc des partisans du président déchu Blaise Compaoré, etc., etc. Un dernier mot sur ce qui m'est apparu comme le mea culpa sidérant du général Diendéré. Je ne sais pas si vous parlez de florilège ou de bêtisier, mais si vous reprenez le verbatim de ces déclarations, c'est absolument renversant. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs. Si il dit ceci, deux points ouvrez les guillemets, le putsch est terminé, n'en parlons plus. Mais parlons-en au contraire. Il dit aussi, ce qui me met de bonne humeur, c'est qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Il entend par là pas d'affrontement entre frères d'armes de l'armée régulière, les loyalistes venus des garnisons de province et ses fidèles. Mais c'est quand même faire bon marché des 10 civils qui ont été tués par balle lors de la répression du sursaut citoyen des Ouagalais et des 113 ou 120 blessés. C'est un peu comme si « Ah ben j'ai essayé, ça a loupé, mais c'est pas grave, on joue plus, c'est terminé ». Il y a quelque chose là d'irresponsable pour quelqu'un qui plaçait très haut, Saint-Cyrien quand même, la dignité, l'honneur, et qui adorait les lits au carré, les talons qui claquent et les uniformes aux plis impeccables et millimétrés. Je veux dire, c'est quand même terrible et j'espère que ça sonne le glas de cette sorte de fantasme de la restauration des coups d'État à l'ancienne. Patricia, c'est quand même un bel exemple, non, quand même, cette société civile qui se mobilise à nouveau et qui se bat pour sa démocratie. Hein. Oui, alors sur ce point-là, je voulais intervenir. Je veux dire, cette société burkinabé montre une sorte de maturité par rapport à l'ensemble, je trouve, du continent. Et elle avait déjà montré sa maturité quand elle était venue participer à des manifestations au Congo, Kinshasa. Donc on voit qu'il y a dans ce pays quelque chose qui existe, quelque chose qui prend corps lentement, s'il faut être positif. Hein. Et je crois que c'est un signal aussi pour les autres États africains, parce qu'on a des transitions ou des élections qui vont se dérouler en Afrique, dans plusieurs États. Et là, le fait que ce coup d'État n'ait pas marché au Burkina, le fait qu'il n'y ait pas pu avoir ce retour en arrière, comme tu dis, de 25 ans, comment ça va être interprété par les autres sociétés civiles? Mais c'est intéressant ce que vous dites, Patricia, parce que dans le
le même temps, alors qu'il y avait cette crise au Burkina, il y a Denis Sassou Nguesso, qui est donc le président congolais, qui lui annonce qu'il veut modifier la Constitution parce qu'il a 72 ans et que la limite d'âge est de 70, parce qu'il a déjà fait 2 mandats et que la Constitution limite le nombre de mandats à 2, et alors que ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Denis Sassou Nguesso du Congo. Oui, mais malheureusement, il faut qu'on avance aussi. Mais sur le Burkina, quand même, juste 2 mots. Petit 1, les transitions ne sont jamais faciles. Il y a une espèce de regard européen, comme quoi on peut passer d'un régime à un autre du jour au lendemain, et puis tout va bien, Madame la Marquise, les gens vont aux urnes, il y a une belle société qui se... Non, c'est pas vrai. La Tunisie a montré que c'est compliqué, le Burkina va montrer que c'est compliqué, et je rappelle aussi, parce que les gens ne le savent pas, que sur les 8 chefs d'État réels, y compris Diendéré qui a été chef d'État pendant 4 jours, il y a eu 6 militaires. C'est un pays qui a toujours été gouverné par les militaires d'une manière ou d'une autre. Donc passer d'un régime profondément militaire dans sa structure, y compris quand ils sont élus, à un régime civil, c'est très compliqué. Et ce que vous disiez tous les deux, le plus dur est à venir. Il faut désarmer le RSP, désarmer les militaires qui sont venus au sens politique sauver le peuple et avoir des élections qui amèneront quelqu'un. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Comment c'est vu au Congo ? Mais bien sûr que c'est vu au Congo. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit très bien, frères congolais, c'est à vous de monter haut le drapeau, etc. Les situations, même chose en Europe, on a toujours tendance à penser que les 54 pays africains, c'est les 54 mêmes, avec les 54 mêmes dynamiques. Non. Au Congo, d'abord, il y a beaucoup plus de moyens du côté du pouvoir, c'est-à-dire il y a de l'argent, on peut financer, répandre les CFA pour que tout ça se passe relativement bien. Il n'y a pas la société civile qu'il y a au Burkina, qui est quand même, alors paradoxe de l'histoire, qui est quand même aussi le produit des 25 ans de compaorisme, c'est-à-dire il y avait des journaux, des syndicats, etc., qui ont fini par émerger. Donc ces gens-là existent, ce qui n'est pas le cas au Congo. Il y a une classe politique qui est très fracturée, il n'y a personne face à DSN, et il peut même y avoir, je dis ça avec un certain regret, il peut même y avoir une forme de devant le vide que représenterait le départ de DSN, une grande angoisse nationale. C'est-à-dire, les gens, il faut qu'ils aient des alternatives. On va pas... Donc après, tout ça, il n'y en a pas. Non, tout ça, c'est pour ça que je dis la démocratie avance, c'est petite étape par petite étape, mais chaque pays a ses propres dynamiques et on ne peut pas tous les mettre... Vous parliez, Patricia, de la RD, qui est un cas encore plus important, parce qu'il y a 50 millions d'habitants, il y a une mission des Nations Unies, il se fracture, le parti présidentiel est en train de se fracturer. Tout ça, ça a des impacts sur la stabilité de ces pays et c'est pas juste... C'est intéressant aussi de voir parce qu'il y a des élections et notamment en République démocratique du Congo et notamment au Rwanda aussi, Paul Kagame qui va peut-être faire changer également la Constitution. Il est exact que la martingale classique du moi ou le chaos a plus de résonance à Brazzaville qu'à Ouaga. C'est indéniable, mais l'opposition congolaise en est en grande partie responsable. C'est-à-dire que cette sorte de tropisme qui consiste en permanence à se fragmenter et donc à opposer aux sortants un front aussi désunique possible, avec dispersion des voix, etc., conduit à effectivement des situations navrantes, à une forme de statu quo. Mais je crois quand même qu'il peut y avoir, par percolation en quelque sorte, une sorte de désinhibition de la société civile congolaise, qui elle-même doit se défaire, se déprendre de sa dépendance vis-à-vis des vieux barons de l'opposition, et dire on prend ça en main, comment dit-on, les citoyens chez nous. Voilà, c'est un peu ça le seul espoir qui peut naître de cette éventuelle contagion. Puis il y a une circulation entre les jeunes de la société civile. Ils voyagent, ils se déplacent, on les retrouve à RDC, on les retrouve... Donc une fluidité, et donc ça existe, et ça va créer ça va avoir un effet, forcément. Chloé, on a quelques dessins justement sur la situation au Burkina et la fin de ce coup d'État. Dont parlait... notre ami Vincent, le caporal un peu débrainé qui était à la télé. Diendéré. Le type qu'on a envoyé à la télé. Elle avait l'air complètement figée par l'enjeu. On a des dessins. C'est un dessin que Damien Glay nous a envoyé. En parlant de télé, il était devant sa télévision, à chaud, il a fait ce dessin, il nous l'a envoyé. Et donc, on sait que l'hégémonie des militaires au Burkina est ce qu'elle est. Et pour un dessinateur de presse, ça se ressent tout de suite, puisqu'il est très difficile de faire des dessins sur l'armée s'il y a peu d'autres tabous. L'armée est très compliquée à attaquer. Et là, il s'en est quand même donné à cœur joie, Damien Glay. Il a un peu ridiculisé ce pauvre lieutenant-colonel qu'on a envoyé à la télé, qui dit fermeture immédiate des frontières terrestres et marestres. Ça a beaucoup circulé sur Internet et ça a beaucoup fait rire. Donc c'était un dessin qui a marqué à chaud pendant les événements. Journal du jeudi. Voilà Damien Glay qui est le directeur de la publication du Journal du jeudi. Celui-ci, c'est celui de cette semaine, avec un
dessin sur Diane Déré, puisque c'est un peu le personnage incontournable de ce coup d'État. Il dit « Y'a quoi? Vous n'aimez pas ma démocratie? Je m'excuse, faut pas fasser. » Alors, le dessin au Burkina, donc tout le monde n'est pas... il y a beaucoup d'analphabètes, mais Damien Glé expliquait que le dessin passait vraiment beaucoup. Là, on voit que par quelques outils simples, cette arme qui est complètement démesurée, les habits militaires du lieutenant-colonel, mais également sa situation qui semble un petit peu dérangeante. Il transpire de partout. Les gens vont comprendre très facilement de qui il s'agit et de quoi on parle. Donc c'est simple, c'est efficace et c'est toujours de notre dessinateur Damien Glé. Enfin, il propose un peu ludiquement ce dernier dessin. Donc, au Burkina Faso, énième pouvoir militaire ou pas, choisissez le bon costume pour mener la transition à son terme. On voit bien, là encore, l'ambivalence entre le gouvernement, ses rapports très étroits avec la junte, et ce pauvre ce président de transition nu au milieu du dessin. Merci Chloé. On va parler, si vous voulez bien, de la guerre en Syrie, parce qu'il y a eu de nombreux revirements cette semaine, alors que s'ouvre lundi l'Assemblée générale des Nations unies à New York. De nombreux revirements, d'abord de la part de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui dit qu'aujourd'hui, il faut parler à Bachar el-Assad. Mais plus marquant encore, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a annoncé hier, grand ennemi Recep Tayyip Erdogan de Bachar el-Assad, qui a annoncé hier que Bachar el-Assad pourrait faire partie de la transition, en tout cas pour un moment. On va en parler avec nos invités, mais avant cela, j'aurais quand même qu'on écoute ensemble la chancelière allemande Angela Merkel. Il faut parler avec de nombreux acteurs, et cela implique Assad. Mais il y en a d'autres. Pas seulement les États-Unis, la Russie, mais également avec les partenaires régionaux importants, l'Iran et des pays sunnites comme l'Arabie saoudite. Patricia Lemonnier, Bachar el-Assad revient au centre du jeu diplomatique. Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il est très affaibli quand même sur le terrain militaire. C'est peut-être le moment où il est le plus affaibli, le plus en difficulté, malgré tous les soutiens dont il bénéficie. Et il est dans une position extraordinaire sur le plan diplomatique. Il a renversé complètement la situation. La position allemande n'est guère surprenante, disons qu'elle est claire aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les Allemands, depuis toujours, par l'intermédiaire de leurs services secrets, de leurs services de renseignement, participent au dialogue avec Bachar el-Assad. Alors, pas sur le devant de la table, mais il y a des réunions à Damas très fréquentes. Donc, finalement, c'est un éclaircissement de la position allemande et c'est une normalisation auquel on voit, puisque depuis plusieurs mois, on voit très bien ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des voix dissonantes aux États-Unis, certaines qui disent qu'il faut parler avec Bachar el-Assad, tout de suite après le président qui dit non, on reste sur notre position. Donc, tout ça n'est que la continuation de cette fracturation, finalement, qui s'est produite il y a à peu près un an. Vincent Hijeux, est-ce que vous pensez qu'à New York, on va voir se mettre en place une sorte de grande coalition réunissant les États-Unis, la Russie, la Turquie, la France aussi? Pourtant, la France, on ne l'a pas beaucoup entendu ces derniers jours. Certains pays de l'Union européenne, l'Allemagne, pour aller combattre l'organisation de l'État islamique en s'alliant à Bachar el-Assad. Je ne le crois pas, parce que je pense que les agendas des acteurs majeurs que vous venez d'énoncer sont trop divergents, au-delà effectivement de cette impression de normalisation d'une présence de Bachar el-Assad dans une forme de transition. Moi, je pense qu'il faut parler effectivement à Bachar el-Assad pour lui montrer la sortie. En aucun cas, celui qui est à l'origine du problème peut être l'incarnation de la solution. C'est-à-dire que, imaginez, parce qu'il faudra bien en passer par là, imaginez une formule transitoire qui préserve les intérêts de la communauté minoritaire alaouite, bien sûr. Mais imaginez par ailleurs que Bachar el-Assad, qui encore une fois est responsable de 7 à 8 dixièmes des morts, 240 000 depuis le début de ce conflit, pourra être l'homme par qui le salut arrive, c'est juste un fantasme, une fiction, une chimère et une absurdité. Oui, mais est-ce que ça ne peut pas être un moment, un temps, c'est-à-dire le temps d'aller combattre l'organisation de l'État islamique? Est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est la question que je pose, est-ce qu'on n'a pas besoin des Syriens pour aller combattre l'organisation de l'État islamique? Mais quels Syriens? C'est ça des Syriens de l'État syrien. Il y a encore un État syrien quand même qui reste quand même. C'est la guerre de tous contre tous. Moi, ce que dit Angela Merkel et ce que disent un certain nombre de gens qui sont d'accord avec ça, c'est pas qu'il faut discuter avec le président de la Syrie, c'est qu'on ne peut pas faire avec un des camps supposés s'effondrer, ne s'est pas effondré. Donc on est obligé maintenant de le garder, mais c'est pas le seul camp.
C'est la guerre de tous contre tous. Plus les Russes qui commencent à dire, nous, on va garder l'attaquer parce que c'est notre seul port de sortie, Tartous, etc. Plus les Turcs qui disent au début, excusez-moi, je vais utiliser le terme, ils avaient une grande gueule parce que c'était pas venu chez eux le problème. Maintenant que le problème de la fragmentation est chez eux aussi, État islamique, ils disent finalement on va peut-être stabiliser. Mais ça veut pas dire que Bachar el-Assad fera partie de la solution. Ça veut dire on ne peut pas faire autrement que prendre les petits bouts épars que j'ai sur le terrain, d'essayer de les mettre autour d'une table et d'arrêter l'hémorragie. Après, on réglera nos comptes, je pense, avec les uns et les autres. Je pense aussi que ça montre l'absence de solution qui existe. C'est-à-dire, les grandes puissances, le monde occidental n'a pas de solution. Donc ils se disent, on ne sait pas quoi faire, donc on va discuter. C'est parce qu'il n'y a plus rien n'a marché. On a voulu faire avec une opposition qui s'est révélée totalement inopérante. On a voulu faire avec les alliances du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Donc maintenant, on se dit, il faut discuter parce qu'il n'y a plus que ça qui reste. Mais je ne pense pas que ça marche plus que les autres. Il me semble que l'on paie aujourd'hui les arriérés des palinodies américaines par rapport à un projet de frappe, projet auquel, pour le coup, la France était partie prenante. Et quand on remonte le temps, eh bien, il est parfaitement clair que si, au début de la crise, il y avait eu un soutien plus résolu en faveur de ce qui existait à l'époque et qui est réduit à la portion congrue aujourd'hui, c'est-à-dire une opposition, certes musulmane, mais pas djihadiste, républicaine et pas islamisante, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des Américains qui forment à grands frais. Oui, à l'époque, oui. Moi, j'ai sillonné le nord de la Syrie. Dans une période, c'était le début, hélas, du glissement de ces volontaires du combat contre Bachar vers des groupes plus résolus, mieux équipés, mieux entraînés, qui étaient partis dans un maximalisme et une surenchère religieuse, confessionnelle et identitaire. Il n'était pas fatal que cela advint de cette manière. Nous sommes responsables de l'anéantissement de l'espérance qu'ont incarné ces mouvements, dont d'ailleurs les chefs, hélas, et ça n'a pas peu contribué à cette dérive, étaient en train de vider leurs petites querelles dans les palaces d'Istanbul pendant que les jeunes types allaient au carton. Donc je veux dire, ça c'est effectivement irrattrapable. Et si on n'a pas de solution, c'est pas parce qu'on n'avait pas au début, c'est parce qu'on n'a pas su enfourcher le bon canasson au bon moment. Patricia, au départ, comme aujourd'hui, on a, comme tu l'as souligné, des différences d'agenda majeures. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde voulait aider l'opposition, entre guillemets, quelle opposition d'ailleurs, et tout le monde l'aidait différemment. C'est-à-dire que les Qataris et l'Arabie Saoudite avaient des agendas totalement différents de ceux des Américains et des Européens. Et bien, il en va de même aujourd'hui. Quand tout le monde dit qu'il faut parler avec Bachar, tout le monde veut parler avec Bachar avec des agendas totalement différents. Comment veut-il parler avec Bachar? Que veulent-ils de Bachar? C'est totalement différent et opposé. Chloé, un ou deux dessins, parce qu'on va devoir, malheureusement, on arrive au terme de cette émission et je voudrais qu'on dise un mot de ce jeune Saoudien. Je voulais montrer ce dessin de l'américain Ed Hall qui est paru sur All Cartoons il y a quelques jours, qui montre Bachar al-Assad tout seul au milieu du bac à sable, donc moqué en culotte courte mais assez terrifiant, les mains pleines de sang, et qui se demande où sont tous partis. On les voit tous partis en courant à l'arrière, et cette petite boutade pour montrer à quel point il est seul, puisque les chefs d'État sont très frileux à s'engager à ses côtés en ce moment, puisqu'ils savent bien qu'il est utopique de penser un processus de paix avec Bachar al-Assad, dont on sait qu'il a beaucoup de sang sur les mains. Pour ce qui est de l'entente entre les puissances étrangères, on voit ici un dessin de James Morin qui est paru dans le Miami Herald, qui montre en fait que cette ligne rouge placée par Obama est en fait complètement surmontée par Vladimir Poutine, qui s'en joue dans un tremplin sur sa petite bouée. Voilà, c'est à la fois drôle et en même temps ça montre qu'on n'a pas su placer les barrières nécessaires et strictes pour que la paix se déroule donc en Syrie. Et enfin, ce dessin de Nicolas Vado qui montre, lui, une vision un peu différente, puisqu'il voit Obama et Poutine unis sous le titre de Bachar l'entremetteur, justement pour combattre l'État islamique. Nicolas Vado, notre dessinateur belge, voit une alliance
peut-être avec Bachar al-Assad qui dit à l'arrière, j'espère qu'on pensera à moi pour le prix Nobel de la paix 2015. Un mot, si vous voulez bien, sur ce jeune homme de 22 ans, Ali Mohamed Al-Munir, ce jeune saoudien qui est menacé de décapitation et de crucifixion pour avoir participé à une manifestation contre le régime saoudien. Il avait alors 17 ans. Un mot, on fait un tour de table avant de passer à la suite de notre émission, Vincent Hugeux. Très simplement, 2014, 87 décapitations au Royaume d'Arabie Saoudite. Depuis le début de l'exercice 2015, on en est à 132. Ce serait, hélas, si ce funeste projet est mené à son terme, le 133e. Et en contrepoint, l'incroyable pusillanimité des partenaires de l'Arabie Saoudite, États-Unis et France compris. Ziad ? Non, mais c'est féodal. Je veux dire, tu peux dire, oui. Oui, non, c'est féodal. On est dans un système qui dit lui-même qu'il échappe aux règles que les Occidentaux veulent lui appliquer. Il fonctionne comme ça. Alors, c'est très émouvant parce que pour une fois, on a un visage, mais tu parlais de 85 et 135. On a un visage aussi, peut-être qu'on devrait parler du Yémen qui est bombardé en permanence par des F-16 saoudiens depuis 3 semaines. C'est un système qui fonctionne absolument en roue libre par rapport à ses partenaires occidentaux. Moi, je ne suis pas sûr, je fais partie des gens qui pensent que c'est un système qui est fragile. Je pense qu'à un moment, les inégalités à l'intérieur du royaume vont commencer à peser, que des gens vont se réveiller en se disant on ne peut pas continuer comme ça. Patricia. Moi, je dirais que sans parler de la Mecque, excuse-moi, sans parler du désastre absolu que représente la catastrophe de la Mecque pour le régime. 717 morts. C'est illustratif de tout notre double discours. Mais là, on parle de l'Arabie Saoudite parce qu'on connaît des chiffres. Mais en Chine, on exécute. En Iran, avec lequel on a fait ce fameux accord, on exécute aussi. Donc, vous voyez, il y a sur tous ces pays, on n'en parle pas quand on a des affaires à faire avec eux. Et surtout, un mot, parce qu'on en parlait hors antenne, c'est que l'Arabie Saoudite dirige aujourd'hui le Conseil quand même consultatif des droits de l'homme de l'ONU. Un dessin, et on accueille Mounia Benaïssa pour sa chronique. On a évidemment reçu beaucoup de dessins chez Cartooning for Peace sur ce thème d'atteinte à la liberté, aux droits de l'homme. Je vais simplement montrer le dessin de Dilem, qui est notre dessinateur algérien, et qui essaye avec un peu d'humour de mettre le doigt sur cette tragédie et cette atteinte aux droits de l'homme, qui représente donc un mouton, puisqu'on sait que hier l'Aïd était célébré en Arabie Saoudite et ailleurs dans le monde musulman. Le personnage avec un sabre s'avance vers le mouton qui se retourne vers la cellule de ce jeune homme et qui lui dit « Je crois que c'est pour toi ». C'est à la fois terrifiant et en même temps un petit trait d'humour pour essayer de mettre en lumière ce sujet qui était très important. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Tout de suite, Mounia Benaïssa, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce vendredi. Bonsoir Mounia, bonsoir Vanessa. On a pris un peu de retard. On va parler de la visite de Xi Jinping aux États-Unis. Il s'est entretenu tout à l'heure avec Barack Obama. Les deux dirigeants ont donné une conférence de presse. Oui, et puis il est arrivé mardi aux États-Unis. Il a commencé sa visite par la côte ouest. Je voulais commencer par cette photo. A priori, rien d'exceptionnel. On va la voir, cette photo. On voit une photo de famille, plus ou moins. C'est Xi Jinping qui est entouré par les géants du net, américains et chinois. Plus parlant peut-être cette photo qui va être un peu plus explicite. Voilà, on peut voir les dirigeants d'Amazon, du réseau LinkedIn ou encore le cofondateur de Yahoo qui sont tous venus écouter le président chinois assurer qu'il l'en ferait davantage pour attirer notamment les investisseurs étrangers. Ce qui est remarquable sur cette photo, c'est qu'elle a été prise au siège de Microsoft à Seattle. Et qui peut-on voir ? Tim Cook, le PDG d'Apple, le grand rival de Microsoft, autre géant du net présent sur cette photo, Mark Zuckerberg, on le voit tout en bas ici, le réseau social Facebook qui est bloqué en Chine. Mark Zuckerberg qui s'est lancé dans une opération de charme car il espère faire son entrée en Chine. Il apprend le mandarin, dit-on, et surtout, chose suffisamment rare pour être soulignée, il s'est mis en costume, il s'est mis sur son 31, lui qui ne quitte jamais son jean t-shirt, même lorsqu'il avait rencontré Barack Obama, il avait gardé son t-shirt. Le PDG aussi de LinkedIn, on le voit sur cette photo, Mark Zuckerberg avec Barack Obama. Le président également du réseau social LinkedIn est présent. Il a accepté la censure pour accéder au marché chinois. Les patrons donc de Facebook et de LinkedIn qui ne sont donc pas franchement gênés de poser avec Lu Wei, qui n'est autre que le grand censeur du net chinois.
chinois. Important de souligner l'absence des patrons d'Uber, Twitter et Google qui sont bien sûr censurés en Chine. Et il y a une photo aussi qui fait le tour des réseaux sociaux en Chine. Oui, cette autre photo, cette fois, c'est Pierre Aski, le journaliste français, qui en parle. Cette fois, eh bien, on peut voir, en plus du nom des entreprises, eh bien, leur valeur boursière qui est mentionnée, comme le souligne si bien Pierre Aski. Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste, pose aussi ainsi à la tête de quelques 3600 milliards d'euros cumulés. Allez, 2 tweets pour finir sur ce sujet. Celui de Mark McKinnon qui poste ce tweet. Xi Jinping qui a été interviewé par le Wall Street Journal et qui, bien sûr, le Wall Street Journal qui est censuré en Chine. Et ce dernier message de Cap News, le président Xi Jinping quitte fou de rage la Maison-Blanche car le président Obama a refusé de lui donner le code Wi-Fi de la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Mounia. Votre chronique complète, 20h45. Merci beaucoup, Ziad Limam. Merci beaucoup à Vincent Hugeux, à Patricia Alémonière et à vous, Chloé Landreau, d'être venue dans cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, très bon week-end. Je vous retrouve lundi à partir de 18h. Tout de suite, le journal sur France 24.